Je crois qu'on ne l'avait pas encore faite celle-là. Merci mon général. Merci au Forum InCyber, bravo de nous réunir une fois de plus aussi nombreux, de mobiliser l'intelligence collective sur les sujets, les enjeux qui nous unissent tous de sécurité numérique. C'est plus important que jamais en cette année un peu particulière où la France va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques. Ces Jeux, je pense que vous en êtes tous aussi convaincus que moi, ça va être un test comme on n'en a jamais connu de notre cybersécurité collective. Ça nous mobilise énormément à l'Annecy, ça mobilise énormément ailleurs, partout en vrai. Ça ne doit pas pour autant nous faire oublier le défi plus général qu'on a devant nous, qu'on doit relever, celui du passage à l'échelle, du développement de solutions de cybersécurité qui répondent aux besoins du plus grand nombre, de l'ensemble des pans de notre société et de notre économie qui sont aujourd'hui confrontés à cette menace et pour certains c'est relativement nouveau. Je ne reviendrai pas en détail sur ce défi, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà parlé ici et en bien d'autres endroits. Je ne reviendrai pas sur les notions de prêt-à-porter et de haute couture. La liste des tables rondes du jour me donne à penser que ça a un peu infusé. Je dirais juste que ce défi il est plus d'actualité que jamais, avec des tendances dans la menace qui se confirment. Je ne vais pas vous faire un long exposé sur le panorama de la menace que l'Annecy a publié il y a à peu près un mois. J'en dirai juste deux mots. Ce que j'en retiens, d'abord une menace stratégique. C'est un doux euphémisme pour ne pas dire étatique à chaque fois, mais une menace stratégique toujours aussi intense, toujours plus agile, toujours plus furtive, toujours plus réactive, toujours très ciblée, un peu toujours sur les mêmes entités stratégiques, même si on a parfois des surprises, mais dont l'évolution vers le sabotage est une réalité de plus en plus concrète. C'est une réalité qu'on voit se produire, qu'on voit à l'œuvre en Ukraine, et depuis un certain temps déjà, une réalité qu'on voit aussi se préparer dans notre partie plus occidentale de l'Europe. Et puis, je retiens aussi cette menace systémique qui est le fait avant tout du crime organisé, à laquelle peuvent s'ajouter des acteurs activistes assez protéiformes et aux visions diverses. Menace qui, pour le coup, n'est pas ciblée, n'a, à vrai dire, même pas de logique détectable en termes de choix de ses victimes. Je pense qu'elle les choisit tout simplement pas. Elle est massive, elle n'épargne personne. Elle touche tout particulièrement tous ceux qui n'y étaient pas confrontés jusqu'à il y a quelques années. Et elle augmente, cette menace-là, dans ce qui a été signalé à l'Annecy, de l'ordre de 30% entre 2022 et 2023. Ça, c'est les tendances de l'an dernier. Je prends pas beaucoup de risques en disant que ça va se maintenir en 2024, dans un contexte géopolitique qui, ça vous aura pas échappé, se durcit par ailleurs. Et cette tendance, cette évolution, cette pression qui se maintient plus que jamais, elle crée des défis pour nous à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Ce qui me fait l'embryon d'un plan en 3 parties comme on apprend à l'école, et je vais m'engouffrer là-dedans pour la suite de mon intervention. D'abord, à court terme, il y a évidemment tout ce qui est grands événements. Les Jeux olympiques et paralympiques, bien sûr, mais aussi les élections. Les élections, c'est toujours, depuis un certain nombre d'années déjà, un moment de grande vigilance en termes de cybersécurité. L'Annecy a en la matière un dispositif bien éprouvé, dans lequel elle se met au service du juge de l'élection, le Conseil d'État en l'occurrence, à la disposition des équipes de campagne, sans distinction évidemment, et en restant chacun dans notre rôle. Donc ce dispositif-là, il est bien rodé, on va le mettre en place et le mettre en œuvre une fois de plus pour les élections européennes, parce que c'est un moment significatif. Je ne reviendrai pas dessus en détail, mais évidemment, on sera très mobilisé sur ce moment particulier. Les Jeux olympiques et paralympiques, en revanche, pour le coup, c'est nouveau. C'est unique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. En tout cas, on ne l'a jamais fait à l'ère de l'informatique. Donc on apprend en marchant. C'est un moment pendant lequel tous les projecteurs seront braqués sur la France. Les projecteurs de nos partenaires internationaux, ceux des médias, et ceux malheureusement aussi des attaquants. Donc on s'attend très concrètement à ce que tous les types d'attaquants aient une attention particulière pour notre pays à ce moment-là. Les étatiques, certains d'entre eux en tout cas, qui voudront nuire à l'image de la France, par exemple en perturbant la cérémonie d'ouverture. Le crime organisé, qui verra dans cette période-là l'équivalent de la période des soldes, avec un chiffre d'affaires potentiel assez intéressant pour eux. Et puis les activistes de tout poil,
qui voudront se saisir du porte-voix médiatique que la période offrira. Mais face à cette menace très concentrée, moi je suis plutôt confiant aujourd'hui sur notre capacité à faire face. Notre capacité à faire en sorte que ces Jeux, ce soit un grand événement, un grand moment sportif, festif et rien d'autre. Je le suis parce qu'on a fait un énorme travail avec l'ensemble de l'écosystème, avec Paris 2024, avec les sous-traitants des organisateurs, les fédérations sportives, tout ce monde-là, pour préparer, pour relever le niveau de sécurité, pour auditer, accompagner, sensibiliser plus de 300 entités, pour s'entraîner tous ensemble à gérer des crises cyber, pour capitaliser aussi sur la chance qu'on a d'avoir saisi ce sujet relativement tôt en France et d'avoir sécurisé nos opérateurs les plus critiques depuis 10 ans, ce qui fait qu'on n'a pas non plus à tout réinventer dans l'urgence aujourd'hui. Mais la confiance, ça veut pas dire insouciance. Il faut évidemment profiter des quelques mois qui nous restent avant les Jeux pour plus que jamais s'entraîner à gérer des crises, pour s'assurer qu'on a tous des protections efficaces en place contre les attaques les plus basiques, les dénis de service par exemple, qu'on a aussi un PCA crédible pour les autres attaques, celles qui seront moins basiques et qui passeront peut-être. L'objectif, ça peut évidemment pas être de bloquer 100% des attaques, mais ça doit être de bloquer la plupart d'entre elles et d'être prêt à réagir vite, à détecter, à contrer, à endiguer et à continuer de fonctionner face aux attaques qui passeront. Et puis, au-delà de ce qu'on fait pour préparer, il y a ce qui se passera pendant les Jeux. On me demande assez souvent quel est le pire scénario que j'envisage pour les Jeux Olympiques en matière cyber. Alors, j'ai beaucoup d'imagination et les agents de l'ANSSI de manière générale ont beaucoup d'imagination en la matière. Mais le pire scénario, c'est pas tant une question de cible pour moi qu'une question de cinématique. C'est un scénario dans lequel on serait noyé sous des attaques de faible gravité, mais à forte visibilité, très médiatisée, qui nous mettrait une pression telle qu'on ne repérerait pas à temps l'attaque plus sournoise, plus grave, qu'on aurait pu bloquer si on l'avait vue, mais qu'on ne verra pas. Donc pour éviter ça, il faut d'abord que tous les incidents cyber remontent à l'ANSSI. Ce sera son rôle le plus essentiel pendant les Jeux. On sera le point de consolidation, de tri, de priorisation des incidents cyber. C'est notre métier quotidien, mais on le fera avec plus d'intensité que jamais pendant les Jeux. Il faut aussi qu'on évite de provoquer des paniques pour rien. Et là, je fais un petit appel à la responsabilité collective. Pendant les Jeux, il y aura des attaques très visibles, mais pas très graves, des dénis de service par exemple. Il y aura peut-être des attaques graves, mais qui n'ont pas d'impact direct sur les Jeux, des vols de données par exemple. On aura besoin de faire de la pédagogie pour que ces attaques-là ne soient pas mal comprises, ne soient pas plus anxiogènes qu'elles ne le nécessitent. Et ça, ce travail de pédagogie, il nous concerne tous, nous les sachants de la cyber. Et puis, il faudra résister à la tentation d'en rajouter sur le côté anxiogène. Miser sur la peur, la colère, c'est le côté obscur, on sait, c'est facile, c'est grisant, mais ça se termine toujours mal dans les films comme dans la réalité. Donc je compte sur votre pédagogie, mais aussi votre sens des responsabilités en la matière. J'en viens au moyen terme avec la directive Nice 2 qu'on a tous en tête. Nice 2, c'est le chantier majeur pour passer à l'échelle sur le plan réglementaire. On a énormément consulté, comme jamais, parce que le spectre est énorme. Depuis le mois de septembre, on a consulté, et c'est l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont fait des retours pertinents, qui nous aident à affiner la copie. Il reste encore, et c'est naturel, beaucoup d'interrogations sur cette directive Nice 2. Je peux m'efforcer d'apporter quelques précisions, en gardant en tête que je ne parle que de la proposition ANSSI, qui fera l'objet d'un débat au Parlement, et c'est légitime sur un sujet de cette ampleur-là d'avoir un vrai débat politique, donc ça peut évidemment changer. D'abord, j'insiste sur le côté moyen terme. On a en tête l'échéance d'octobre 2024. Mais certains s'imaginent qu'octobre 2024, c'est le moment où il faudra être conforme à Nice 2. Ça, c'est faux. Octobre 2024, c'est l'échéance où il faut avoir transposé Nice 2 dans le droit français. On ne va pas débouler le lendemain pour contrôler que tout le monde est conforme à ce qu'on vient de publier. Je m'avance peut-être un peu, mais je ne nous imagine pas vraiment exiger une conformité totale avant 3 ans à compter de la publication du texte et de l'ensemble de ces textes d'application. Alors évidemment, ça demande à être précisé, il faudra chercher une certaine progressivité dans l'application de tout ça. Peut-être qu'on fera des tests à blanc, des contrôles à blanc pour étalonner le dispositif, pour accompagner notre montée en compétences à nous aussi, mais on ne va pas distribuer des sanctions tout de suite. Quelques mots sur le niveau d'exigence aussi. On ne va pas surtransposer, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Les exigences seront proportionnées au niveau du risque. Il y aura une différence très claire entre les entités essentielles qui sont le niveau le plus exigeant, qui sont des structures avec des moyens, avec une certaine sensibilisation déjà à la menace, qui sont pour beaucoup d'entre elles déjà régulées, et puis les entités importantes qui constitueront l'écrasante majorité des nouveaux acteurs régulés qui sont moins sensibilisés, moins matures et qu'il faudra accompagner plus.
Et puis dans tous les cas, le but c'est de se protéger contre la menace systémique, contre le tout venant, pas contre des choses hyper pointues. Donc ce ne sera pas des exigences hyper pointues non plus, plutôt des choses qui relèvent de l'hygiène informatique, fondamentalement. Pour prendre un exemple, on ne va pas, à travers NIS 2, imposer le recours à des prestataires ou des solutions qualifiées par l'ANSSI. On va les recommander, évidemment, parce qu'on y croit beaucoup à ces prestataires et ces solutions qualifiées, mais on ne va pas les imposer. Ce n'est pas la cible, ce n'est pas l'ambition et ce n'est pas la base légale qui nous est donnée d'ailleurs par la directive. Quelques mots sur les sanctions. Le régime de sanctions dans NIS 2, il est dissuasif, c'est fait exprès. Ça nous aidera à porter la gouvernance de ces questions cyber au bon niveau. Mais ça place aussi une exigence sur l'ANSSI, qui sera l'autorité de contrôle en la matière. D'abord, la décision de prendre une sanction, elle ne doit pas être prise au niveau du directeur général de l'ANSSI. On va créer une structure indépendante pour prendre ces décisions, la main tremblante, comme il s'y est à ces circonstances. Une formation collégiale, comme il en existe ailleurs, qui respectera les règles du contradictoire, qui respectera la proportionnalité des sanctions aux infractions. Puis plus généralement, les sanctions, ça ne doit pas dénaturer fondamentalement ce qu'est l'ANSSI. L'ANSSI, aujourd'hui, c'est avant tout une agence qui aide ses bénéficiaires en toute confiance. Et ça ne doit pas changer demain. Ça nous impose des choses en termes d'organisation. Ça impose d'isoler l'instruction des potentielles sanctions du reste, des données qu'on collecte dans nos autres missions. De vous garantir, en d'autres termes, que quand vous appellerez demain l'ANSSI à l'aide, on vous aidera et on ne fera que vous aider. On ne sera pas en même temps en train de remplir le PV pour préparer la punition. Et ça, j'y veillerai. Puis quelques mots de l'accompagnement. Les délais qu'on va se donner pour se mettre en conformité, ils doivent être l'occasion d'un grand effort de mise à niveau qui doit être accompagné. L'ANSSI s'organisera pour ce faire. On va mettre en place un portail pour permettre l'embarquement des nouveaux assujettis, pour leur permettre de tester s'ils sont soumis à NIS 2 et puis s'ils le sont pour entrer en relation. On va capitaliser sur l'expérience qu'on a des parcours cyber, de l'accompagnement des JO, qui sont aussi des exercices de massification qu'on a déjà menés. Donc on commence à avoir un peu de retour d'expérience là-dessus. Et puis on va innover, par exemple, avec un projet que j'aime beaucoup, parmi tous les projets que j'aime beaucoup à l'ANSSI, qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui est une start-up d'État, comme on en fait maintenant, en phase expérimentale, qui vise à mettre en relation des entités qui ont besoin de faire un diagnostic de cybersécurité et des entités qui peuvent leur offrir de l'aide pour faire ce diagnostic. Des services publics, des gendarmes par exemple, qui commencent à s'emparer de cet objet, des acteurs régionaux, potentiellement des acteurs privés dans certaines limites. Et donc ça c'est important parce que pour faire cet accompagnement, on aura besoin de tout le monde, de l'État, de ses services déconcentrés, des acteurs régionaux, des CSIRT régionaux, sectoriels, des prestataires qualifiés, des experts cyber d'ACIMA, des autres. La logique, ce sera d'exclure personne, de travailler en réseau avec tout le monde pour assurer une certaine cohérence et une certaine lisibilité, mais surtout de ne bloquer aucune bonne volonté. Et puis, je termine en mentionnant un autre texte que NIS 2, mais qui est important aussi, qui est aussi de niveau européen, qui est le Cyber Resilience Act, le CRA, qui est en cours de finalisation, qui prendra effet à peu près dans la même période temporelle, qui imposera des exigences de sécurité basiques à tous les produits numériques vendus sur le marché européen, en termes de caractéristiques des produits, mais aussi de processus de gestion de vulnérabilité, par exemple. C'est, de mon point de vue, un manque qu'on a essayé de combler au niveau national, mais qui demeure au niveau européen, et ça va être comblé comme ça. Et ça, c'est important parce que ça va, quelque part, équilibrer le partage des responsabilités entre les fournisseurs du numérique soumis au CRA et les utilisateurs du numérique régulés par NIS 2. Puis j'en viens à des enjeux de plus long terme, c'est-à-dire des travaux qu'on mène déjà, mais qui ne vont pas finir tout de suite, voire ne porteront leurs fruits que dans un certain temps. Mon premier sujet en la matière, c'est l'IA. Alors moi, j'aime bien me faire remarquer de temps en temps en faisant des discours sur la cyber sans parler d'IA. Ça détonne un peu dans le paysage, mais il ne faut pas en faire une habitude. Je pense que ça aurait été de mauvais goût aujourd'hui vu le thème de la matinée. Et puis c'est surtout pas un désintérêt de ma part pour le sujet. En matière d'IA, et ça fera écho à la vidéo qu'on a tous vue, moi je ne crois pas d'abord à ceux qui tiennent un discours très anxiogène disant que l'IA va décupler les pouvoirs des attaquants, va précipiter le cyber-Armageddon. J'écoute pour voir s'il y a un grondement de tonnerre, mais on ne peut plus compter sur les éléments. Je ne crois pas non plus à ceux qui, au contraire, disent que ça va résoudre trivialement tous les problèmes de cybersécurité, que ça va détecter toutes les cyberattaques, toutes les vulnérabilités, que ça va rapidement nous mettre tous au chômage. Je ne le crois pas non plus. Ce qu'on voit déjà, c'est des améliorations itératives qui profitent tant aux attaquants qu'aux défenseurs. Notre défi en la matière, c'est de faire en sorte que les défenseurs en profitent au moins au même rythme
que les attaquants. Et pour ça, on s'organise, notamment avec du soutien à l'innovation, avec France 2030, qui parlera après peut-être de ces sujets-là. Mais le vrai sujet dimensionnant en matière d'IA, c'est c'est tout le reste. Comment on transpose nos approches actuelles de cybersécurité au monde de l'IA, de ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, c'est-à-dire d'un monde dans lequel la spécification et l'implémentation s'effacent devant l'apprentissage. Comment on certifie une IA en termes de sécurité? Alors certifier dans l'absolu, c'est simple, hein. Moi je peux vous certifier que j'ai pris une IA, je l'ai regardée pendant 1 heure et je l'ai vu faire aucune bêtise pendant 7 heures. Le vrai enjeu, le vrai défi, c'est comment on certifie avec un niveau de garantie comparable à celui qu'on peut fournir pour des produits plus classiques, pour qu'il y ait une certaine continuité dans notre niveau de garantie et de perception. Comment on détecte des attaques qui ciblent des IA, comment on les analyse, comment on y remédie. Et là-dessus, ma conviction, c'est qu'on n'est qu'au tout début du parcours en la matière. L'ANSSI a co-signé avec ses homologues britanniques et américains des guidelines sur la sécurité de l'IA. On va probablement publier tôt ou tard des recommandations plus spécifiques de l'ANSSI. Ça n'épuisera pas le sujet. Donc là-dessus, on a besoin à la fois plus que jamais de travaux académiques pour creuser les fondements scientifiques de tout ça, mais aussi de cas d'usage concrets sur lesquels on peut expérimenter. De ce point de vue-là, voir l'État français s'emparer de ces sujets d'IA, commencer à les expérimenter dans ses missions à lui, c'est une énorme opportunité pour nous, ANSSI, de concrétiser ces travaux. Et ça vaut autant pour l'IA générative, qui est à la mode en ce moment, mais qui n'est pas ce qui m'inquiète le plus, que pour l'IA prédictive, qui est un peu sortie des radars, mais qui est peut-être ce qui arrivera le plus vite sur des enjeux critiques. Et puis mon deuxième et dernier enjeu de long terme, c'est celui qui est peut-être le plus important pour moi, c'est celui de la formation et de l'attractivité des métiers de la cyber. C'est peut-être le défi qui conditionne tous les autres, qui est universel. La pénurie de talent, on la connaît tous et toutes. C'est le facteur limitant universel quasiment dans tout ce qu'on entreprend. C'est un sujet que l'ANSSI suit depuis longtemps, en lien avec les organismes de formation, évidemment, mais avec une préoccupation de plus en plus pour la perception des métiers de la cybersécurité, parce qu'il n'y a pas que la formation. Avoir des formations, c'est bien, mais si elles ne font pas le plein, ça ne résout pas le problème. Donc on a publié à ce titre lundi une deuxième étude de l'Observatoire des métiers de la cybersécurité, qui réunit l'ANSSI et d'autres administrations qui se préoccupent de ces sujets, la DGEFP, l'AFPA. Étude qui porte sur la perception des métiers de la cyber par les praticiens de la cybersécurité, par vous, et qui complète une étude qu'on avait menée en 2022 sur la perception de ces mêmes métiers par les étudiants, en formation spécialisée ou pas. Moi, je vous encourage vraiment à lire ces deux études, à les lire côte à côte, parce qu'elles mettent parfaitement en évidence tous les facteurs qui limitent l'attractivité de nos métiers aujourd'hui, qui font qu'on n'attire pas assez de jeunes vers les formations initiales ou de moins jeunes vers les reconversions. On y trouve pêle-mêle la méconnaissance de nos métiers, pas grand monde qui sait qu'est-ce que c'est concrètement un métier dans la cybersécurité. Leur manque de valorisation sociale, c'est des métiers qui payent bien, mais qui ne sont pas forcément très reconnus. Et puis tous les stéréotypes qu'on connaît, qui sont tous faux, mais qui ont la vie dure, qui en font des métiers très techniques ou exclusivement techniques, des métiers très solitaires, des métiers très masculins, qui ramènent très rapidement à cette image totalement fausse, mais qui a quand même une certaine persistance rétinienne du geek en sweat à capuche qui travaille tout seul dans le noir. Ça, on l'a tous connu, parfois on l'a utilisé aussi, peut-être à tort, sans doute à tort. Mais c'est ces stéréotypes-là qui ont la vie dure, c'est ces biais contre lesquels on doit lutter collectivement si on veut attirer vers la cybersécurité les dizaines de milliers de personnes qui nous manquent aujourd'hui et qui nous manqueront encore plus demain, parce que ça ne va pas s'améliorer tout seul. Et à ce titre-là, moi je rappelle une initiative qui est chère à mon cœur, qui est un premier pas dans la bonne direction, qui est Demain Spécialiste Cyber, quelque chose qu'on a lancé l'année dernière avec le campus cyber, avec le ministère de l'Éducation nationale, qui vise à démystifier ces métiers de la cybersécurité auprès des collégiens et des lycéens, des gens qui ont à peu près le même âge que l'ANSSI, et qui sont dans leur premier grand choix d'orientation. Ça passe par de la communication, par des affiches qui sont un peu partout, y compris dans le Transilien, mais aussi par des choses plus ludiques, par des jeux, par des hackathons pour concevoir des jeux. Et moi, je vous invite à vous faire le relais de cette initiative-là, à la faire connaître auprès de vos proches, de vos enfants, des lycées ou collèges qu'ils fréquentent peut-être. Et si vous avez l'occasion de participer à un hackathon de cette initiative, surtout ne vous en privez pas. Voir des collégiens complètement à fond qui réinventent un loup-garou de la cybersécurité, un jeu de loi de la cybersécurité, avec des cartes VPN, des cartes 0D, des cartes ordinateur quantique, celle-là je l'ai peut-être un peu imaginé, mais les autres je les ai vues. C'est complètement bluffant de voir à quel point ils s'emparent de ces concepts-là.
Et puis, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'emplit plus que tout de confiance en l'avenir. Donc c'est sur cette note optimiste que je vais terminer cette intervention en vous disant aussi que moi, je suis très impatient de vivre cette année un peu particulière, celle des Jeux, à vos côtés, et quelque part de jouer notre épreuve olympique à nous. Et d'ici là, moi, je vous souhaite évidemment un excellent forum, et je vous remercie.